Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres. C'est avec fierté que notre groupe porte les avancées majeures que ce texte prévoit, comme l'ouverture à la PMA à toutes les femmes. Nous présenterons un amendement pour nous assurer de l'effectivité de ce droit en interdisant toute discrimination, notamment en raison de l'orientation sexuelle ou du statut matrimonial. Ce n'est pas l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial qui doit déterminer ce que serait une famille, et cela doit se faire sans préjudice vis-à-vis d'un tiers. C'est aussi avec fierté que nous considérons un texte qui dit quelle est l'identité de notre pays. Nous refusons la marchandisation du corps humain et nous n'ouvrons ni n'ouvrirons la voie à la GPA. De même, nous réaffirmons qu'en aucun cas, un embryon ne peut être créé à des fins de recherche. Le Parlement français fait, depuis la création de son droit bioéthique, un travail d'analyse et d'écoute de la société sur ces sujets pour adapter notre droit au bon rythme, avec la bonne maturation. Il ne s'agit pas de considérer ce qui est permis ailleurs, mais de dire ce que nous voulons ici. Il y a les avancées que l'on souhaite et que l'on concrétise, il y a les interdits que l'on pose. Je souhaite vous poser 2 questions qui sont aussi le reflet de nos auditions. La première concerne la fertilité. Nous marquons une avancée importante pour les femmes et les hommes avec la possibilité de procéder à une autoconservation des gamètes. Nous devons aller plus loin. Pour être libre et en maîtrise de son corps, encore faut-il le connaître. L'autoconservation reste un moyen de pallier les conséquences du recul de l'âge de la première naissance. Elle ne résout pas l'infertilité ou l'infécondabilité. La majorité préconise à ce titre dans un amendement de généraliser une campagne d'information factuelle. Quels sont ou peuvent être les engagements que le ministère de la Santé peut prendre sur le sujet? Le second point est celui du diagnostic préimplantatoire. Nous avons tous été bousculés, voire ébranlés en audition par les demandes des professionnels de santé quant à cette possibilité. Qui pourrait souhaiter ici qu'une femme subisse une fausse couche si cela est évitable? Mais derrière cette possibilité, si elle est avérée scientifiquement, il y a 2 questions fondamentales. Comment placer le curseur sur ce qui mérite d'être dépisté et qui serait demain habilité, légitime pour le positionner? Quelle est votre conviction sur le sujet et comment cet arbitrage a-t-il été rendu? Je vous remercie.